Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La Fourmi dans la coquille, le podcast qui ouvre des portes. Alors qu'en Égypte antique, on invente le premier pigment artificiel de l'histoire, un peu plus tard en Méditerranée, des empires commerciaux se bâtissent autour d'une couleur. La fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 10, couleurs de l'Égypte antique et pourpre phénicien. Dans l'Égypte antique, les couleurs prennent une valeur symbolique directement liée aux phénomènes naturels comme le jaune du soleil, le bleu du ciel, le vert de la végétation ou encore le noir de la terre fertile des rives du Nil qui s'oppose au rouge du désert et du sang. L'Égypte est aussi un empire qui a contrôlé les rives de la Méditerranée jusqu'à l'actuel Liban, et c'est quand ces terres se libéreront que le commerce phénicien s'épanouira, notamment autour d'une couleur bien particulière, le pourpre de Tyr. Alors qu'en Chine, dans l'épisode précédent, c'était plutôt le jaune qui représentait la terre, ici en Égypte, c'est plutôt le noir des terres fertiles des berges du Nil. Le blanc de l'aurore, la lumière qui triomphe de l'obscurité, c'est un symbole de joie, mais aussi de la pureté requise pour le culte. Avec le jaune du soleil à son zénith, qui est un symbole d'immortalité, le blanc et le jaune sont la couleur de l'or dont sont faits la chair et les os des dieux. Le blanc, c'est aussi la couleur de la Hadjet, la blanche, la brillante, c'est-à-dire la couronne de la Haute-Égypte, qui s'emboîte dans la Déchérette, la rouge, qui est la couronne rouge de la Basse-Égypte, et les deux forment le Pshent, la couronne des pharaons régnant sur les deux Égyptes. Le blanc à l'époque, on l'obtient à partir du sulfate de calcium, ou bien de la céruse, un pigment composé de carbonate de plomb qui a longtemps eu la faveur des peintres européens, dont Léonard de Vinci, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Et ça servait aussi de fard blanc pour blanchir la peau des Égyptiens qui ignoraient tout la toxicité du plomb que ça contenait. Le noir, c'est le pendant nocturne du blanc et du jaune. C'est la couleur aussi bien de la nuit que du royaume des morts. C'est la couleur d'Anubis, le dieu funéraire, maître des nécropoles et protecteur des embaumeurs. Mais par contre, bien que ce soit la couleur de la mort, et contrairement à la symbolique chrétienne et européenne moderne, le noir n'a pas de connotation négative. C'est aussi un symbole de renaissance et de fertilité, parce que c'est la couleur des terres fertiles des berges du Nil, du limon apporté par la crue annuelle du Nil qui permet aux cultures de renaître après la saison sèche. Au contraire de la Chine ancienne et des rives du fleuve jaune où les crues étaient catastrophiques, ici en Égypte elles sont vitales pour le peuple agriculteur. Le noir de ce limon fertile est justement le nom ancien de l'Égypte, Kemet, la terre noire. Et à ce noir, on associe aussi le vert du papyrus et de la végétation en général, symbole de régénération, de jeunesse et de bonne santé. À propos de cette régénération dans le Nil, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Osiris, le dieu bienfaisant à l'origine de l'agriculture et de la religion. Osiris est mort, noyé et démembré dans le Nil, assassiné suite à un complot fomenté par son frère cadet Seth. Mais la puissante magie de sa sœur Isis l'a ramené malgré tout à la vie, et il gagne l'au-delà, le lieu de séjour des dieux, des bienheureux et des damnés, dont il devient le souverain. Et Osiris est ainsi représenté aussi bien du noir des morts que du vert de la Renaissance. Le rouge en Égypte est important aussi. Il est désigné par le même mot que le sang, Desret ou Desher, et il en est le symbole, ainsi que le symbole du feu et du désert, mais aussi de la victoire. C'est la couleur de Seth, le dieu destructeur qui a fait assassiner Osiris, qui avait le cheveu roux. Comme depuis des milliers d'années, on obtient déjà le rouge grâce à l'hématite, l'oxyde de fer qui colore l'eau en rouge. Les Égyptiens pensaient d'ailleurs que l'hématite favorise la production de sang et peut en soigner les maladies.
On l'utilise aussi dans les cosmétiques à l'époque, notamment dans les bâtons à lèvres, qui sont les ancêtres de notre rouge à lèvres aujourd'hui. Le bleu du ciel, qui est le symbole de l'air quand il est clair, ou de la voûte céleste nocturne et des abysses quand il est sombre, c'est aussi la couleur du lapis-lazuli, la pierre sacrée, aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie à la même époque, telle qu'elle est citée à plusieurs reprises dans l'épopée de Gilgamesh. On reviendra sur cette pierre importante dans l'histoire des couleurs, dont on tire le pigment outre-mer, mais en tout cas c'est aussi le bleu des représentations du dieu Amon, le dieu de Thèbes, le caché, l'inconnaissable, celui qui prend de multiples formes. C'est sous la forme d'une oie d'ailleurs que Amon a pondu l'œuf primordial d'où est sortie la vie et sous celle d'un serpent qu'il a fertilisé cet œuf cosmique. N'ayant pas de vraie forme, Amon est parfois représenté comme un pharaon à la chair de ce bleu précieux. C'est d'ailleurs justement pendant la 4e dynastie égyptienne, celle qui nous a laissé les grandes pyramides de Gizeh, qu'a été créé le premier pigment synthétique de l'histoire, le bleu qu'on appelle bleu égyptien justement, qui est obtenu en faisant cuire du cuivre dans des sables siliceux et des roches calcaires, et ça produit du vert coloré qu'on peut ensuite réduire en poudre pour faire un pigment bleu. C'est le premier pigment artificiel de l'histoire et on le retrouve aussi bien sur les sarcophages et les sculptures que les peintures murales ou sur les papyrus dès 2500 ans avant notre ère. Ce pigment était bien moins cher que le lapis-lazuli qui lui devait être importé parce qu'il n'était pas présent en Égypte, mais il était moins éclatant et il était plus clair que le minerai naturel d'azurite qui était disponible sur place. On a aussi découvert récemment, en 2015, que ce pigment artificiel pouvait servir sous les couleurs principales pour moduler et accentuer les contours en profitant de ses propriétés particulières brillantes et biréfringentes, c'est-à-dire que c'est un matériau dans lequel la lumière se propage de façon dépendante de la direction et un des effets que ça provoque, c'est que ça dédouble les images qu'on voit à travers ce matériau. Bref, ce fameux bleu égyptien a des propriétés optiques assez particulières et il servait donc à moduler les autres couleurs sur les peintures plutôt que d'utiliser les plus habituelles terres sombres ou oxydes de fer. C'est une découverte qui a surpris les experts modernes, mais qui montre en tout cas le soin qui pouvait être apporté à la peinture dans l'Égypte antique. On notera qu'on retrouve en Égypte, comme dans la Chine ancienne, ce contraste du blanc et du noir qui s'oppose aux couleurs vives et en particulier au rouge, mais dont les symboles et les valeurs culturelles diffèrent complètement. Quittons maintenant l'Égypte, mais restons en Méditerranée, au 2e millénaire avant notre ère, en particulier à l'est de la Méditerranée, dans une zone qui correspond approximativement à l'actuel Liban. À l'époque, il y avait de nombreuses villes qui étaient des capitales des petits royaumes indépendants, mais toutes de cultures très proches et reliées par la langue et les croyances. Ces villes sont par exemple Byblos, Sidon, Tyr, Arzwad. Et vers la fin de ce 2e millénaire avant notre ère, vers moins 1200, ces villes sont dégagées de la tutelle des puissances environnantes, c'est-à-dire l'Égypte et l'Empire hittite, et du coup elles disposent d'une nouvelle autonomie qui va leur permettre d'étendre leurs réseaux commerciaux, et elles vont s'étendre sur presque toutes les rives de la Méditerranée, en fondant de véritables thalassocraties, c'est-à-dire des puissances qui combinent des flottes militaires et commerciales, dont une des plus connues sera celle fondée par la princesse Didon de Tyr, qui s'appelait Carthage, qui a ensuite été rasée puis reconstruite par les Romains. Toutes ces ports et ces villes forment alors une civilisation dont les Grecs appelleront le peuple Phoïnikes, qui était originaire de la région Phoïniké, c'est-à-dire la Phénicie. L'origine exacte du terme Phénicie est assez difficile à établir, mais en tout cas, on semble pouvoir le relier au terme grec Phoinix, qui veut dire le rouge pourpre, entre autres choses. Et l'association de cette couleur à la Phénicie, elle s'explique très bien et de multiples manières. Elle peut renvoyer à la couleur tannée de la peau des Phéniciens, mais aussi à la couleur rouge de la mer sur les côtes de l'actuelle Palestine et de Beyrouth. Un rouge qu'on pense être dû à la présence de fer dans le fond de la mer, qui explique la manière dont Homère la décrit comme une mer vineuse de la couleur du vin. Ça pourrait être aussi un rouge qui est dû aux algues ou à la couleur tout simplement de la mer au couchant ou au levant.
Mais il y a une autre explication possible à l'association de cette couleur au peuple phénicien qui m'intéresse et que je vais vous raconter ici. C'est celle qui se rapporte à la production la plus réputée de ce peuple, la plus importante dans la puissance de leur commerce à travers la Méditerranée, c'est-à-dire la teinture et les tissus pourpres. Pline l'Ancien dira « Le pourpre le plus estimé est en Asie celui de Tyr ». Cette couleur pourpre était tirée à l'époque de gastéropodes à la coquille ovale hérissée de pics, du genre qu'on appelle Murex, et en particulier l'espèce Murex brandaris, qu'on appelle aussi Bolinus brandaris. C'est une espèce de gros mollusque de 9 cm qui a une glande qui produit ce qu'on appelle le pourpre de Tyr et qui est aujourd'hui pêché pour être mangé. Cette couleur, à l'époque, produite par les Phéniciens, elle est alors très difficile et donc très coûteuse à produire, mais elle est exceptionnellement vive et résistante, si bien qu'elle devient un produit de luxe dans tout le monde méditerranéen, et les vêtements pourpres sont destinés aux dieux et aux classes dirigeantes. Le pourpre alors devient le symbole du pouvoir à Rome, où la vivacité des vêtements rouges montre le statut social de celui qui les porte. Les vêtements intégralement pourpres sont réservés au pouvoir impérial. Plus tard, d'ailleurs, les cardinaux de l'Église catholique portent toujours un vêtement pourpre, bien que la nécessité de le différencier du violet des évêques a progressivement tiré ce pourpre hérité des Romains vers de l'écarlate qui deviendra la couleur du pouvoir au Moyen-Âge, comme on le verra dans le prochain épisode. En tout cas, ce pourpre phénicien montre bien l'importance de la couleur dans les cultures humaines et comment une simple couleur peut soutenir un empire commercial en prenant une grande valeur et comment cette valeur qu'on attribue à la couleur en fera un marqueur social, particulièrement à travers des codes vestimentaires. On retrouve ce genre d'usage spécifique de la couleur à travers toutes les cultures et toutes les civilisations. Dans le prochain épisode, on continue notre tour de la Méditerranée pour arriver en Grèce et découvrir l'usage des couleurs dans le monde gréco-romain qui s'est d'ailleurs bien approprié le pourpre de Tyr dont je viens de parler et pour qui la couleur rouge est très importante. N'hésitez pas à partager ces épisodes et le podcast pour aider à développer l'audience. J'imagine que si vous m'écoutez, c'est que tout ça vous plaît, et si ça vous plaît, c'est que ça peut probablement plaire à d'autres. Mais il est très difficile de faire découvrir le podcast à de nouvelles audiences aujourd'hui, alors aidez-moi si ça vous plaît, partagez cet épisode, partagez les autres épisodes, parlez-en autour de vous, parlez-en à votre entourage et parlez-en dans le merveilleux monde numérique. Merci infiniment pour votre écoute et à bientôt, toujours en couleur. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast. Man, the more I hear about this, it just gets crazier and crazier.